Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Et bonjour Christophe. Bonjour, Et, et bonjour à bonjour vous à tous. tous, chers abonnés, nouveaux sur cette chaîne. Dans ce cas-là, c'est super de vous abonner. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et votre petit tip si vous voulez soutenir notre travail. Nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 9 au 16 août 2025, la troisième phase de la deuxième lune des ténors, hiver sud, donc de la pleine lune, au dernier quartier, pleine lune, le 9 août. Alors, je redis les heures. Le 9 août à 9h54 en France métropolitaine, au dernier quartier, le samedi 16 août à 7h11. Donc c'est la phase de lune décroissante. Comme je l'ai expliqué dans le bulletin astronomique, elle est décroissante et montante, parce qu'elle monte en déclinaison, et elle monte aussi en latitude d'ailleurs, toute la semaine. Et en plus, elle est au périgée. Donc ça nous donne une petite... euh, un petit grain de sel d'accélération. Les choses se précipitent un peu. Donc, on va regarder les thèmes de ces périodes et ben voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, Oui, du moins, oui, qu'est-ce ça qu'on en a à dire? m'écoute. Parce que ce qu'on peut en dire, il y en a tellement qu'on pense pas à tout. Alors, n'hésitez pas hein, à mettre dans vos commentaires les sujets que vous Ah, ouais. penseriez intéressants à creuser par notre outil astrologique du Soriastre, les quatre sphères qui permettent de faire le tour d'une question, les quatre points de vue illustrés par les quatre sphères astronomiques qui permettent de faire le tour d'une question. Et c'est totalement unique en son genre, en fait. Donc, merci de vous intéresser à cette approche qui résout tant de questions. D'ailleurs, quand j'ai fait la revue de presse tout à l'heure dans le bulletin astronomique, j'ai pas mentionné encore les articles qui parlaient. Alors, je vais plutôt sur les thèmes, là. Les articles qui parlaient de la remise en question, toujours et toujours, du modèle cosmologique par James Webb Télescope en particulier. Mais c'est toujours, ça ressort presque toutes les semaines depuis que James Webb est lancé. Et en fait, avec le Soriastre, on explique plutôt très très bien même ces différents points de vue. Voilà. Une fois qu'on comprend qu'on a, donc Ah, là je suis sur l'exemple du thème du dernier quartier, hein. Je peux descendre. Ah non, ce sera mieux comme ça. Donc, on a notre point de vue à nous sur notre terre, là où on est, hein, les deux pieds sur la terre, la tête dans les étoiles, sur notre horizon qui est tangent au globe terrestre. Et avec nos quatre points cardinaux, là, c'est notre point de vue unique, hein, en quelque sorte, puisque on est chacun un individu unique, et ça, c'est le centre, nous sommes le centre de notre bulle. C'est notre bulle intérieure. Ici, on a le point de vue de la Terre en général selon les apparences, hein. On prend où le Soleil tourne autour de la Terre. On prend le point de vue de la Terre depuis son centre dans le plan de l'équateur, signifié ici par le zéro, et dans le plan de l'équateur, voilà. Et donc en son centre. Et on repère les équinoxes ici dans le plan de l'équateur et les solstices. Et ça correspond aussi aux équinoxes et aux solstices dans le plan écliptique, donc 0 bélier, 0 balance, 0 cancer, 0 capricorne, et puis après le reste, comme on n'est pas dans le même plan, il y a un petit décalage. Alors par exemple, euh, le soleil est entré dans le signe du lion le 22 juillet, mais depuis le 20, en, il était dans la tranche horaire qui correspond au cancer. Oui, non, depuis le 20, il était dans la tranche horaire qui correspond au lion, donc de 8 heures à 10 heures d'ascension droite.
Il y a un petit décalage selon les plans, mais aux équinoxes et aux solstices, on se retrouve dans le, voilà, c'est les repères puisque c'est l'intersection des deux plans. L'équinoxe, c'est quand le soleil est dans le plan de l'équateur terrestre, il culmine au zénith à l'équateur, et les solstices, c'est quand il atteint ses déclinaisons maximales, donc 23 degrés quelques au-dessus du plan de l'équateur ou en dessous. Au-dessus, c'est le solstice nord d'été nord de juin, et en dessous, c'est le solstice d'hiver nord été sud, solstice de décembre. Donc la sphère équatoriale, elle nous montre l'objet Terre, mais bon, c'est abstrait parce que personne n'est au centre de la Terre, mais c'est les coordonnées qu'on va utiliser pour, de manière commune, pour que justement, depuis tous les points de vue différents qu'il peut y avoir, de tous les individus, on ait un repère commun, se donné par la Terre et le Soleil, notre horloge euh, naturelle. Et puis là, c'est quand on projette le plan de l'horizon local sur le plan de l'écliptique. C'est pour ça qu'on voit apparaître l'ascendant-descendant. Le milieu du ciel, bah, c'est l'axe méridien. Ici, c'est le, le passage, enfin, c'est le milieu du ciel. Ici, là, 9-8, 9-10 et 3-4, c'est le fond du ciel. Et donc, on le retrouve ici. Et puis après, on a le point de vue héliocentrique, donc vue du Soleil, toujours dans le plan de l'écliptique. Donc on est dans le même plan, ici et ici, mais là, on voit les choses depuis le Soleil. Donc, puisque en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ou bien du moins qui, en réalité, c'est pas un astre qui tourne autour d'un autre astre, mais le petit, on dit, hein, pour résumer, le petit tourne autour du gros. Mais en réalité, c'est le barycentre. Ils tournent ensemble autour d'un barycentre commun qui est forcément du côté du plus gros. De même que la Lune pour la Terre. On dit la Lune tourne autour de la Terre. C'est pas exactement exact. C'est la Terre et la Lune tournent autour d'un barycentre commun qui est bien sûr tout près, proche même dans le globe terrestre, si je ne m'abuse. Donc, je vous ai fait cette petite explication parce que on aura l'occasion à d'autres, on aura l'occasion de revenir dessus en parlant de certaines actualités ou de certaines informations ou certaines questions, semble-t-il insolubles, mais pourtant ça résout tout, ça fait entrer dans la multidimensionnalité de fait. Voilà, on est là, on comprend la multidimensionnalité parce qu'on vit tous ces points de vue à chaque instant. Et vouloir dire c'est celui-là le bon, non c'est celui-là, non c'est celui-là, non c'est celui-là, ben non, il y a au moins les quatre, c'est les quatre irréductibles. Après, on peut développer. Donc un, 2, 3, nous sommes dans la troisième dimension. Et quand on intègre la quatrième, donc l'héliocentrique, le point de vue réel en soi, eh bien, on saute dans la cinquième. Voilà ce qu'expliquent les gens quand ils vous parlent de troisième, quatrième, cinquième dimension. Ah, moi, je le montre tout simplement avec le SORI et donc le SORIASTRE quand il s'agit des sphères astronomiques qui correspondent à chacun de ces quatre référentiels. Alors maintenant, revenons sur les thèmes. Donc la pleine lune du 9 août 2025 à 7h54 temps universel. Que voit-on pour chez nous? Alors on voit déjà qu'on a l'axe des nœuds lunaires qui se trouve pile dans l'axe ascendant-descendant. Le nœud ascendant au descendant et le nœud Euh, descendant à l'ascendant du attends, thème. attends. Donc il y a quelque chose qui bascule. On va se trouver face à... Au fait, on est encore... Et là, il est encore dans les coulisses, je sais pas, à Paris. Il est peut-être pile sur le descendant. Mais je vais te le dire. Regarde Je vais ça, te le ouais, dire. s'il Je vais te te le dire. Une plaît. seconde. Alors, à part ça, bon, on a l'ascendant vierge. Je pense que Euh, là, il n'y a pas de vierge aussi à Paris, même si c'est pas le même degré. Donc, c'est ce Paris. qu'on va être amené à accomplir. Donc, on va accomplir quelque chose. Et on laisse. Ah, Tu l'as où, toi? ouais. Alors, moi, je l'ai. J'ai l'ascendant à 22 vierges. Ouais. Ah ben, un peu plus loin. Alors, l'axe des nœuds Euh, est un peu plus lointain. 2,5, 2 degrés, 3 degrés et demi entre le nœud sud et l'ascendant. Ouais. Ouais, bon, c'est grosso modo.
Tu l'as pas loin, voilà. Alors, je ne sais pas Et si moi c'est... non plus, en fait. Ah ben, 3 degrés et demi. Ouais, un peu plus Je que ne sais moi. pas si tout ça suffisant. Bah, oui, bien sûr, Ah c'est oui. intéressant à remarquer. Mais en fait, il y en a, c'est plus serré chez moi. Donc, les choses se passent peut-être plus au sud. Bref, euh, on a donc ascendant Vierge avec cet axe des nœuds, donc ce qui signifie qu'il y a quelque chose d'important qui se passe collectivement. On est embarqué dans une histoire. Et d'ailleurs, on voit bien, parce que Saturne, Neptune en 7, c'est pareil, c'est une planète collective. Donc on est face à une problématique collective. Et le fameux sac de nœuds, surtout qui est vraiment... Puis on est en plein dans la bascule, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le bulletin astronomique. Attention, on a, euh, on a Saturne, elle est encore en poisson en héliocentrique. Actuellement, elle est en bélier en géocentrique, rétrograde. Elle va revenir en poisson. On a Neptune qui est en bélier en géocentrique et en héliocentrique, c'est depuis le 23 mars. Neptune est bélier, bélier. Mais après, en géocentrique, elle va revenir aussi en poisson. Donc, il faut attendre début 2025 pour que tout le monde soit bien en poisson. Saturne passera en bélier héliocentrique le 15 novembre. Et donc, pendant ce temps-là, elles seront revenues en poisson en géocentrique, les deux. Donc, vous voyez, ça, on est vraiment dans la charnière équinoxiale est normale, évidemment, avec des lentes, ça ne se passe pas du jour au lendemain, ça prend des mois, voire des années. C'est la mouvance collective. Donc, ça parle beaucoup de mouvance collective. Et puis, il y a, bah, sauf, il y a Mars, quoi, en face. Donc, il y a des choix. Et puis, Mars est entré en balance et va entrer en scorpion en héliocentrique. Donc, à mon avis, toutes les disputes, querelles, enfin, affaires, toutes les divergences vont peut-être, c'est resté un peu en sourdine, et là ça va devenir très mordant avec un Mars Scorpion d'Hélio et Balance qui claque en géocentrique face à Uranus-Neptune, là, pas en héliocentrique, hein. En héliocentrique, sont même en quinconce actuellement. Donc, c'est un petit clin d'œil de temps en temps. Mais en géocentrique, on a quelque chose de frontal, puisque c'est Mars à Saturne-Neptune. Et donc, évidemment, ça peut faire peur, mais aussi ça peut se tenir, parce qu'on voit bien que ça se tient drôlement bien avec Uranus et Pluton, un grand trigone, hein, en signe d'air. Alors, à noter également que Uranus est en Gémeaux, en géocentrique, maintenant, depuis début juillet, mais elle va rester jusqu'à début janvier en Taureau, en héliocentrique. Donc, on est encore dans ce phénomène canalisé, tout dans la même énergie, etc. Alors que les Gémeaux déjà diffusent cette énergie. Donc c'est puissant comme les jours justement du un peu comme les jours de fin mai là au moment de l'entrée du soleil en Gémeaux où il est déjà en Gémeaux dans le plan écliptique et encore dans l'heure Taureau, donc de 2 heures à 4 heures d'ascension droite dans le plan équatorial. On a la concentration du Taureau et donc ça déploie une énergie formidable en fait sur le terrain. Donc voilà, heureusement, il y a la résolution de cette opposition qui pourrait être vraiment un grand renversement. Voilà, je trouve que ça nous parle beaucoup de renversement. Alors, par la Lune, non, par Pluton, pardon, par Pluton, donc silence, le calme, ce grand silence des espaces infinis, donc un peu du recul, de la sagesse, dont font preuve les gens. Mais c'est Mars. Donc c'est maison un, maison 5. Maison un, représentation du sujet. Donc il y a un côté belliqueux, hein, il y a de l'adversité à négocier, hein, parce que c'est dans le signe de négociation, mais ça va se négocier très âprement. Parce qu'au fond, Mars est en Scorpion, en Hélio bientôt. Là, dans ce thème, elle est carrée à Pluton. C'est des sujets, sur des sujets vraiment les clous, quoi. Bon, on peut penser à la question d'Israël, entre autres, qui est vraiment un clou des problèmes. Donc l'opposition est également détendue par Uranus, en 9, élévation des âmes. Donc le,
la triade du sujet, représentation du sujet, la un, existence du sujet, la 2, et transcendance du sujet, la 9, Mars, Pluton, Uranus, il y a une grande transformation individuelle qui s'opère, hein, parce que justement, on est capable de faire preuve de recul, de sagesse. La Lune vient d'être conjointe à Pluton la veille, et donc ici, elle se trouve un petit peu mal en point, un petit malaise, hein, on n'est pas donc dans cette pleine Lune, puisqu'elle est opposée au Soleil, tandis que Pluton est opposé à Mercure. Et donc, on parlait de température tout à l'heure. En plus, c'est l'axe des températures. Alors, c'est peut plus chaud ou plus froid. Moi, j'ai tendance à trouver que Pluton maintient justement Oui, des températures modérées pour la saison. Ça tire. Alors, c'est parce qu'on n'est pas dans les oui, mais 35-40, le on est dans soleil, les 25-30. il y a le soleil qui est là, le soleil et la lune. Ben, c'est l'opposition, Le oui. soleil, il fait la chaleur. Ah ben oui, à toutes les pleines lunes d'août, on a une opposition Lune L'enjeu, c'est les Verseau à Soleil en températures. Lion. Ouais. Donc évidemment, et puis Là, là, l'enjeu, c'est oui, la il fait la température. chaleur en maison 11, oui. Et il est demi-carré à Mars. Ça peut exciter, donc ça va peut-être rajouter un peu de chaud, là, ouais, dans ce sens-là. Mais quand c'est Pluton qui est en haut et Mercure en bas, parce que cette opposition avec la rétrogradation de Mercure, qui s'achève, déjà, rappelle-moi, c'est... Le 8, Ben oui, non, le ah non, 8, non, je ne sais pas. juste... Non, 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 ben non, 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 je non, me suis non, trompé. et non, voyons. Ah, le onze. Voilà, Mercure est encore rétrograde Non, mais jusqu'au là, 11, et après, elle oui, reprend le son 11. mouvement direct. Donc, la rétrogradation, ça la freine un peu dans. Mais Mercure, c'est un élan descendant, hein, je vous remontre, tiens, je remontre les. Alors, les Attends, je montre. prévisionnistes, les prévisionnistes météo voient de la chaleur jusqu'à mi-août et après, ils ne savent pas. Ouais. Alors là, Mercure, ça fait descendre quand même, hein, vers Pluton. Le Soleil, c'est le chaud, Pluton, c'est le froid en termes de température. Faut être simple, hein. Mercure, ça Et fait donc, descendre, Mercure, ouais. ça fait baisser quand même. Mais après, c'est la Ouais, ouais. variabilité en même temps, c'est la variabilité beaucoup. Et donc, quand elle est. Peut-être c'est plus fixe quand elle est rétrograde d'ailleurs. Alors tu dis qu'ils voient du chaud jusqu'à mi-août. Bah, c'est assez chaud. Puis alors, on a Les Vénus et prévisionnistes, Jupiter. Vénus et Jupiter en cancer, en 10 malheureusement, font un petit demi-carré Uranus. Ça énerve aussi un petit peu. Enfin, je veux dire, ça, ça excède un petit peu. Donc, il peut y avoir un peu de surchauffe, oui, effectivement. C'est pas impossible. Et puis bon, bah, on bascule globalement dans un autre contexte, semble-t-il. Et et Jupiter est maître de 4. hmm, Donc, et le 4 en il a un facteur Sagittaire. de chaleur. Comment? Jupiter, oui, ça a tendance à faire. Ah, c'est une Maître, maître, maître- anticyclonique, ça mène de plus, c'est du plus. Mais avec Vénus, ça se tempère. Normalement, elles se tempèrent mutuellement. Justement, ouais. regardez le RET. Mais elles sont excitées par Uranus. Enfin, elles sont un peu titillées, quoi. Enfin, je sais pas qui titille l'autre. Normalement, c'est la plus rapide, mais c'est donc Jupiter qui titille Uranus. Et 9-10. Bon. Ouais. Alors, donc, de toute façon, il fait pas froid, mais je pense que c'est pas, on n'est pas dans la canicule extrême. Euh, on arrive le Et, 10, la Lune entre en et est-ce Poisson. que c'est pas un basculement dans la température? Est-ce que c'est Ça pas le peut, début mais des si, si, chaleurs? ouais, c'est possible, c'est possible. Parce que, Voyons parce ça de plus que, près. parce que avec le nœud nord sur l'ascendant. Le nœud nord sur le descendant, tu veux dire. Parce qu'on le retrouve dans l'ingresse de Oui, la Lune en oui, Poisson. oui, oui, oui. On a à peu près la même figure, sauf Non, que non, là, mais il est au-dessus. je te parlais de la pleine lune, là. L'axe des nœuds nord sur l'horizon peut faire une bascule au niveau de la température. Oui, oui, bah, c'est l'axe des pressions, hein. Là, on est entre pression et visibilité. Alors, Ouais, c'est la température, axe 5-9. Bon, on a Lune, Pluton, opposé Soleil, Mercure. Et donc, ça peut être
assez excessive. D'ailleurs, ça fait des journées très chaudes et des nuits quand même froides. Enfin, pour la saison. Je sais pas, les nuits sont Ouais. pas torrides, hein. Ça rafraîchit bien, même s'il fait chaud le jour. Il y a ça aussi, il y a le jour et la nuit. Et donc en 5 on a la nuit là. Et la nuit, ça caille, je peux vous le dire. En général. Bon, il y a quelques nuits moins froides que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est pas très chaud. Et donc Mercure reprend son mouvement direct, là, ça, pas encore, oui, le 11, le 10, pas encore. Quand la Lune entre en Poisson. Alors ce qu'il y a surtout, c'est que ça devient sec hein, quand même, cette affaire. Et que une opposition Pluton-Mercure, feu et air, c'est sec. Hein. Je trouve que ça. Et là, donc, on est toujours dans les températures. Et Vénus et Mercure aussi, sauf localement, c'est plus de la 11, c'est de la 12. On a Uranus très haut, donc on a à peu près la même figure. La Lune qui fait un carré à Uranus, bon, il y a un truc un petit peu exceptionnel, hein. Alors, on va peut-être atteindre des chaudes températures, effectivement. Puis toujours Vénus et Jupiter qui sont là toutes proches de leur conjonction. Hop, je suis peut-être. Ah non, la Lune entre en Poisson le 12. Non, en Bélier, pardon. Alors, donc, le 12, elle entre en Bélier. À ce moment-là, elle est conjointe à Saturne et Neptune. En 5, 6, localement, c'est la 6. C'est limite, quoi. Et opposée à Mars. Donc là, on va sentir un schisme. Il y a un basculement, effectivement, parce qu'on est dans l'axe euh, équinoxial, Poisson-Bélier, Vierge-Balance, Mars en Hélio, est encore en Balance, plus vraiment pour longtemps. Il y a des choses qui prennent de l'importance, et donc il y a une nouvelle déroutante, peut-être concernant un couple, le couple qui tient la maison, là. Il y a un truc qui vient, une nouvelle, peut-être qui vient de la 8, donc l'existence de l'objet, il y a un truc qui peut être révélé et qui dérange, enfin qui les dérange. Bon, alors ce coup-ci, on a Mercure opposé Pluton. Maintenant, elle va se défaire l'opposition, mais elle est restée, ça fait presque un mois, ben, depuis la rétrogradation de Mercure, en fait. Mercure a rétrogradé à l'opposition de Pluton, ce qui fait que, en fait, ça a maintenu les températures fraîches, à mon avis, mais que maintenant, oui, effectivement, ça donne une opportunité que ça monte. Et donc là, c'est pile dans l'axe méridien. Et l'axe nœud lunaire est dans l'axe 5-11, donc des températures. Et donc, j'ai l'impression qu'on s'embarque tous dans un grand bateau, là. Il y a un nouveau truc qui se passe, et on s'embarque dans un grand bateau. Alors, on a le demi-carré Soleil-Mars, donc entre l'image, la représentation qu'on s'en fait et les faits réels, bah, il y a les faits qui parlent, hein. D'ailleurs, des faits en lien avec cette révélation là dont on a parlé avec Uranus, 8. En même temps, c'est un coup de baguette magique, un coup de pouce du ciel, une opportunité inédite. Bon, mais pour certains, ça va entraîner la disgrâce. Parce qu'il y a une notion de disgrâce aussi, hein, avec Mercure opposé Pluton dans l'axe méridien. Et puis l'idée d'entrer un peu dans la mélasse, avec Saturne et Neptune, mais c'est en bélier, donc une nouvelle mélasse. Donc ça, c'est quand la Lune entre en bélier, c'est pas rien. C'est le début d'une nouvelle histoire. Oui, c'est. Ensuite, elle entre en taureau le 14 à 13h21 TU, temps universel. Et là, ce coup-ci, c'est Uranus au descendant, c'est ce qu'on voit en premier là. Et puis l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien cette fois-ci. Donc le truc qu'on avait face à nous, ça Alors y est, attends, on l'intègre, hein. Ce je vais te renversement. dire pour Paris. euh, Alors, qu'est-ce qu'on observe? Alors, ce très bel aspect, Vénus-Jupiter, généralement, c'est un beau mariage, Cancer.
Donc, je sais pas, au fond, c'est une nouvelle fondation, hein. Enfin, c'est une fondation, et avec une alliance, et il y a l'amour, ou la beauté, enfin, ce qui représente, il y a les personnes qui représentent l'excellence, normalement. Et avec Jupiter, donc c'est une nouvelle formation. Puis ça donne de la santé, mais il y a quand même un problème, hein, c'est demi-carré Uranus, toujours. Et donc, ça colle pas Alors, forcément avec à, ce qui est exigé. à Paris, à Paris, l'écart Uranus ascendant est plus large. Mhm. Le carré, Il est attends, de, tu me dis, le carré Uranus. il est de 6 degrés. De quoi Uranus est plus loin du descendant, tu veux dire? Ouais, 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 oui, mais c'est marrant, oui, tout ça a l'air de se passer plus au sud. oui. Ou plus précisément, ouais. C'est intéressant à noter, ça fait 2 fois qu'on le remarque, ça. On remarque aussi que la Lune, qui est en 5, fait un trigone au Soleil, certes, c'est intéressant, oui, ça va la soutenir fortement, mais elle est en double carré à Mercure et Pluton. Donc j'ai l'impression que ça, bah, il y a la vérité qui éclate au grand jour et ça fait mal, ça troue. Donc et ce fameux beau couple là, hein, qui tient la maison, Cancer, et il est dérangé par des irruptions indépendantes de volonté transcendante. Et en Hélio, ben, alors Mars est carré à Pluton, donc il s'agit de choses sérieuses maintenant que Mars entre en Scorpion, elle est vraiment carrée à Pluton là. Donc une affaire très très corsée, très sérieuse. Un sacré truc. Si on veut aller de l'avant, il faut dépatouiller cette histoire de Mars en Scorpion. Et donc un conflit profond, une divergence notable. Alors Mars est aidé par Jupiter en Cancer. Enfin, Mars se fait du coup un petit trigone, avance vers un trigone de Jupiter, à Jupiter. Et la Terre, elle fait un carré Uranus et Vénus lui fait un carré, parce que c'est toujours la rapide qui fait un carré la plus lente. Donc un double carré de la Terre à Vénus-Uranus qui, quand elles sont ensemble, vous font tourner la tête et vous peuvent vous faire prendre des vessies pour des lanternes ou alors élever hautement votre âme. C'est un petit peu ce que demande le carré, quoi. Soit vous montez la marche, et là c'est une grande élévation, puissante, puissante, c'est en taureau, hein, et c'est vraiment dans l'énergie, donc la force, la foi, quoi, hein. Et sinon, vous partez à côté de la plaque et vous tombez en tourbillonnant. Et on a Mercure qui vient honorer Saturne et Neptune dans leur charnière équinoxiale. Donc, on va le sentir, on va sentir un sacré renversement. Alors, température. Euh, là, là, je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? La Lune en 5 parce que je sais pas si c'est aussi chaud là déjà. Bon, le Soleil est en Lion en 9. Trigone à la Lune, ah bah si, ça réchauffe la Lune, ça, hein. Et elle fait son double demi-carré à Mercure et Pluton. Mais qui l'empêche un petit peu de trop monter en température, je pense. Mais bon. Et on a un beau cerf-volant sur l'opposition Mars-Saturne-Neptune. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, avec comme elle, Uranus et Pluton. Donc toute la transcendance. Donc les histoires qui sont en train de se sont posées et sont en train d'être jouées actuellement, hein, sont vraiment importantes à l'échelle de la collectivité humaine. Et, et voilà. Et puis, voilà, sont dans ce point de basculement, donc ça fait tout basculer. Ah, le vieux monde est vraiment dans sa fin, quoi, hein, ça c'est sûr. Donc, vive le nouveau, hein, tant mieux. Le dernier quartier advient donc le 16 août, samedi 16 août à 5h11, temps universel, et la Lune arrive en conjonction à Uranus en maison 10. Donc, on note l'élévation, là, c'est signé élévation. Donc un carré au soleil, forcément, puisque c'est... Alors déjà, le dernier quartier, il est dans
dans les axes, hein, le soleil à l'ascendant, la lune au milieu du ciel. Important, encore un clivage important, quoi, qui s'acte là. Vénus et Jupiter sont toujours en demi-carré Uranus. Alors ça peut chauffer aussi, ouais, parce que Vénus et Jupiter en cancer, asticotés par Uranus, ça va excéder un petit peu, donc ça devrait monter, quoi. Tandis que Mercure et Pluton, détendus par Mars, ça va pas les détendre beaucoup, ou alors ça va aider à faire la part des choses, un coup pour toi, un coup pour toi. Voilà. Et c'est quand même l'avantage, c'est qu'avec Mars, on peut faire la part des choses justement en balance, sens des contraires, mais au moins on sépare les parties. On nomme, enfin, on nomme pas avec Mars, mais on acte les parties, quoi. Et des parties qui représentent des collectivités humaines et des sociétés, justement. Et toute leur infrastructure, et leurs croyances religieuses. Bon, je donne pas de nom, mais enfin, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Moi, pour l'instant, pense en parler à peu près librement. Qu'est-ce qu'on voit en Hélio? Ben, Mercure qui est un petit qui en bélier là. Donc il y a des paroles qui fusent et qui dérangent. Voilà, parce que c'est rouge. Et donc il y a une grande force aussi, hein, Mars, à la poigne d'un Mars Scorpion soutenu par Jupiter. J'aime mieux vous dire que là, il y a de la poigne au fond. Et de la poigne, vraiment, quoi. Ça se voit pas trop. Est-ce que ça se voit en géocentrique? Faut une sacrée poigne, hein, de toute façon. Et être prêt à aller jusqu'au bout, ça c'est bien signifié aussi par Mercure et Pluton, et en découdre avec les points noirs. Il y a question de nucléaire aussi, bien sûr, hein. Donc, autant suspend ton vol. Voilà. Donc, on voit ce dernier quartier, donc le 16 août. Bah, on est dans une période où ça doit être l'été. Enfin, c'est l'été, puis alors, faut en profiter parce qu'il y a le côté super agréable. Vénus, Jupiter en cancer, c'est la plage aussi, hein, pour nous. Mais il y a des choses plus urgentes, hein. Ou alors c'est qu'on crame de trop. Mais oui, il y a aussi les incendies et donc le côté sec. Bon là, la Lune est en Taureau, donc ce sera peut-être moins sec. Ah oui, Jupiter, oui, à propos de sécheresse et Saturne-Neptune en Bélier, rétrograde opposé à Mars dans l'axe de l'humidité. Ça, C'est c'est pas très sec, hein? humide. C'est pas très humide, quoi. On- Ça fait du sec. C'est quand oui, ça, voilà, plutôt, hein, à cause des signes, parce que sinon Saturne et Neptune en 8, c'est humide. Mais en bélier, opposé à Mars Balance, on dirait que ça peut pas se faire. Hmm. Et la Lune en taureau, ah oui, mais la Lune en taureau commande au Soleil, puisqu'elle est dans l'axe Ah méridien. oui. Et donc, elle peut faire de la flotte, là. Quand même aidée par Saturne et Neptune, qui, rétrograde, n'ont pas la même patate que si elles étaient directes. Et sachant que Saturne est encore en poisson héliocentrique. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être... ça va être une dernière semaine de la lunaison. Donc une rentrée à partir de ce moment-là pour pas mal de gens, à partir de la mi-août, musclée. Il y a bien des choses qui auront déjà changé et ben on va se prendre en main, hein. Soleil Lion, on relève les défis aussi, hein. Demi-carré Mars, bon, il y a des défis importants à relever dans sa propre vie, hein, bien sûr signifié par le quartier de Lune, élevé parce qu'il y a avec Uranus. Et puis, va falloir se battre pour vivre, quoi, hein. Mars en deux, en balance. Donc, il y a l'échange, le dialogue, hein. Heureusement, là, peut-être le sextile à Mercure en Lion va faciliter les échanges verbaux, mais ça peut aller très loin. Et attention aux paroles qui piquent grave. Donc, en même temps, prendre des gants. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire plus, Christophe. Qu'est-ce que tu vois encore dans tout ça? En ces temps, je pense qu'il est en train de se tramer
tellement de choses, parce que Saturne et Neptune, évidemment, on voit pas. Puis alors là, c'est en 8, donc existence de l'objet, toutes les affaires du monde nous remontent à la figure, il faut qu'on gère, nous, il faut qu'on se débrouille. Vas-y, hein, Mars Balance, débrouille-toi, hein, puise dans tes ressources les plus profondes et prépare-toi en silence dans la prière, voilà, le recul, parce qu'il se passe quelque chose sur moi. Mais ce sera fait au dernier quartier. À partir de là, on va, on va continuer, bien sûr, parce qu'on continue toujours, ça n'arrête pas. Donc en fait, on est phase par phase, on est dans un dans un processus qui nous paraît long, mais en fait, à l'échelle, à l'échelle de la planète ou de l'humanité, c'est bref, c'est un moment unique en son genre. Donc saisissons les opportunités, soyons toujours au sommet de la vague, les amis. On va s'arrêter là, Christophe, hein. J'arrête le partage et je vous salue Ouais. tous. Merci beaucoup pour votre attention et vos remarques, vos commentaires, vos partages, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine et venez avec nous si vous voulez participer à l'enregistrement en direct et ce sera jeudi 14 août, ce sera à 17 heures pour les commentaires astrologiques et à 16 heures pour le bulletin astronomique en raison de justement sortie astronomique par la suite et du travail de Christophe. Donc merci à vous tous et excellente semaine. Portez-vous bien et à la prochaine.